Zone Rouge vous est présenté par Cupra Guadeloupe et EP Evans. EP Evans, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 17 février 2022, nouveau programme pour ce Zone Rouge numéro 165. Voici l'essentiel de l'actualité. Comment jouer les ténors et rouler fièrement des mécaniques dans le segment des SUV. Cupra a sorti le grand jeu et a misé sur les caractéristiques spécifiques du magnifique ATK, ligne élégante, confort absolu et surtout doté de 300 chevaux. L'essai survitaminé de ce puissant SUV, c'est pour vous dans Zone Rouge. Joël Plaizel veut se faire un nom dans le monde de la compétition automobile, particulièrement dans la catégorie féminine. Comment pense-t-elle y arriver? Comment se sont passés ses premiers tours de roue la saison dernière? En exclusivité, elle s'est confiée à l'équipe de Zone Rouge. À quoi s'attendre cette année pour la saison de Formule 1? Aux diverses interrogations, des réponses apportées par notre expert Guadeloupe Loïc Maxès, ce devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. La marque Cupra n'est-elle pas désormais l'enfant gâté du groupe Volkswagen? Il faut croire que oui, avec aujourd'hui une belle gamme, innovante, dynamique, inspirée en effet du label sportif qui lui colle à la carrosserie. De cette nouvelle grande famille est né un SUV, le Cupra ATK. Sous le capot, pas moins de 300 chevaux, oui, vous avez bien entendu. Cupra, qui était alors un label sportif chez Seat, est devenu aujourd'hui une marque à part entière. Et devinez avec quoi ils ont dégainé? Avec ce SUV, le Cupra ATK. Évoquer la marque Cupra aujourd'hui, c'est faire référence au beau, voire plus précisément au chic. L'ATK, donc, pour rester dans cette philosophie, s'est habillé également sur son 31 pour faire belle carrosserie pour des conducteurs à la recherche d'une nouvelle identité. La première approche est la bonne. Ce SUV ne laisse pas indifférent. L'ATK joue l'un de ses atouts. C'est indéniable, c'est un séducteur. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce Cupra ATK? C'est tout d'abord ce fameux logo pour lequel la marque a opté, avec comme originalité cette couleur bronze doré, couleur originale que l'on retrouve également sur ces belles jantes de 19 pouces. Et vous, qu'en pensez-vous? Originalité, voilà qui résume parfaitement l'esprit ATK, du sur-mesure, de la haute couture. Un savoir-faire Cupra qui se démarque et fait des envieux. Avec ses 4,38 m, l'ATK joue la carte de la polyvalence. C'est en effet un véhicule qui joue la carte sportive, mais surtout la carte familiale. Regardez ce bel ensemble d'échappements. N'oublions pas, sous le capot, 300 chevaux. Démonstration.
confirmation, le 2 litres TSI ronronne à merveille. 300 chevaux, ça ne rigole plus. Ils sont rarement installés dans ce segment de véhicules. Mais ajouté à ce bel athlète musclé, il fallait bien là encore que l'ATK se montre à la hauteur de la concurrence, voire faire beaucoup mieux. Premier verdict donc, premier atout indiscutable, l'ATK c'est une belle ligne, une face avant bien agressive, une face arrière qui ne dénote pas, bien au contraire, le tout relevé par de beaux optiques LED, traduction d'une signature confirmée de la marque, bref, un joli port de carrosserie générale qui en dit long sur les objectifs de la belle espagnole. Confirmation, cette ATK est polyvalente, familiale bien sûr, sportive, 300 chevaux sous le capot, 400 Nm de couple, démonstration. Avant d'évaluer sa capacité à dévorer l'asphalte, l'ATK peut se transformer en petit baroudeur pour s'amuser des petites routes chaotiques, ceci grâce à une garde au sol relativement haute. Mais son terrain de prédilection, c'est au programme ligne droite, courbe serrée ou large. Ce SUV reste stable, c'est assez impressionnant de par son gabarit. Croyez-moi ou pas, on ne se fait jamais de frayeur tant le châssis de cette auto est performant, c'est un gage de confiance absolue. On pourrait presque se laisser surprendre par la facilité à très vite monter dans les tours. Cela une boîte automatique DSG 7 rapports, manuel ou avec les palettes au volant. Quand en plus la boîte linéaire vous vous mettez en mode Cupra, adrénaline assurée. Revenons à des valeurs plus sages. L'ATK se savoure également en mode plus soft, le temps d'observer le paysage. La boîte se montre aussi docile sans à-coups car vous êtes dans un SUV qui a opté pour un confort absolu pour le chauffeur et ses passagers. L'ATK offre un bel univers intérieur. C'est grand, luxueux, les fauteuils sont agréables. Siège baquet pour le pilote et son copilote. Le logo de la marque est inscrit sur la partie repose-tête, histoire de vous rappeler que vous êtes dans une suite automobile Cupra. L'effet est immédiat. N'occultons pas le bel écran numérique tactile de 9 pouces. Toujours le bienvenu dans cette catégorie de véhicules où le mot confort prend tout son sens. En clair, l'ATK fait dans le sur-mesure pour conducteurs exigeants. Une fois installé à bord, vous comprendrez la vraie philosophie de ce SUV dont la vocation est de vous permettre de savourer chaque kilomètre sereinement, ceci jusqu'au bout de la nuit. Depuis la saison 2021, 4 femmes sont venues embellir le plateau automobile, jusque-là trop masculin. Parmi elles, une jeune chef d'entreprise qui enfile sa combinaison quand sonne l'heure des compétitions. Joëlle Plézel, du karting à l'automobile. Joëlle Plézel, c'est notre portrait de la semaine. Joëlle Plézel, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va? Bien. Ça va. Oui, ça va.
Alors Joël, on te connaît peu dans le milieu automobile et pourtant tu fais désormais partie de la grande famille des pilotes de Guadeloupe. Quel a été l'élément déclencheur pour que tu fasses un jour le grand saut? Alors oui, effectivement, donc ça fait pas longtemps que je me suis lancée dans la course automobile. Quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de faire du karting en métropole. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai eu une opportunité en fait de conduire la voiture de Hervé Philippot, qui m'a donné cette chance de commencer en fait dans le monde du rallye. Voilà. Quand tu dis chance, c'est vraiment une chance de pouvoir baigner dans le sport automobile? Ah oui, c'est vraiment une opportunité. Le mot est vraiment là, une opportunité de faire partie de cette famille-là. Voilà. Alors, quand tu as commencé par une course de côte. Est-ce que pour toi, c'était le meilleur exercice justement pour prendre la main? Ah, complètement. Complètement. C'est vrai que l'année dernière, j'ai fait que des courses de côte. Et au vu des situations, on n'a pas pu faire le rallye en fin d'année. Mais c'était vraiment une bonne opportunité de commencer par une course de côte, ouais, pour le début. Concrètement, qu'est-ce que tu as appris aux courses de côte? Alors vraiment, ma conduite, mes départs, améliorer mon temps. Donc tout ça, c'était vraiment une bonne expérience pour aller vraiment plus loin, quoi. Alors, je raconte à quel moment, quand on est débutant, le cœur bat? Quand on rentre dans l'auto, quand on met le casque ou quand tu regardes le feu vert au départ? Ah, c'est le feu vert. Hein. C'est vraiment le feu vert. C'est de ne pas rater son départ parce qu'on loupe des secondes. Mais non, l'adrénaline arrive à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout se bouscule dans la tête? Non. Je garde comme objectif d'arriver au bout sans trop de casse. Et puis non, ça ne se bouscule pas. Donc moi, mon objectif, c'est de me concentrer sur mes trajectoires, de garder bien tous les petits conseils qu'on m'a donnés et puis d'aller, en fait, de foncer. Justement, quels ont été les premiers conseils? De m'éclater. Ouais, de m'éclater et de faire attention. Faire attention, pourquoi? Est-ce que tu as eu conscience à un moment, avant de te lancer définitivement, que le sport automobile était un sport dangereux? Est-ce que finalement, c'est ce qui t'a aussi poussé à dire pourquoi pas? Non, on ne peut pas vraiment. Je ne me suis pas posé cette question-là, puisque le sport automobile, c'est un sport comme d'autres sports. Il y a des risques, mais on ne peut pas partir pour se dire ah oui, c'est risqué, je ne fais pas, non. Donc non, il ne faut pas se mettre ça dans la tête, hein, essayer de faire attention quand même, et comme tous les autres sports, non. Même s'il y avait déjà des femmes qui étaient baignées dans le sport automobile, quel regard tu as senti des hommes quand ils t'ont vu arriver, une nouvelle femme dans le bain automobile? J'ai pas eu ce regard-là en fait, puisque moi depuis toute petite, je suis parmi un environnement masculin. C'était tout ce qui était voiture, c'était quand même des sports, un sport quand même assez masculin que j'étais intéressée. Mais après, non, j'ai pas eu ce regard-là, puisque moi, pour moi, je suis une candidate parmi les autres et je ne regarde pas forcément si je suis une fille ou un homme. Non. Moi, l'objectif, c'était d'arriver et de me surpasser. Voilà. Joël, on a senti la grande déception à l'issue de la course de côte des Mamelles. J'ai envie de te dire, c'est vraiment frustrant quand la mécanique ne se montre pas à la hauteur de ta motivation? Alors, pour la course de Mamelles, c'était pas une erreur mécanique que j'ai eue. Hein. L'erreur mécanique, je pense que c'était au niveau du chronomètre. C'était pas fiable. J'ai été vraiment frustrée et déçue. C'était à ce moment-là parce que je voyais que j'améliorais mon temps au fur et à mesure. Plus je me sentais à l'aise, plus mon temps il n'était pas bon. Et après un moment, j'ai fait 1 minute 36. Une 36 qui me positionnait parmi les premières. J'ai eu au niveau du micro l'annonce disant que j'étais première des filles. Arrivé là où c'était vraiment décevant, c'est là et frustrant, c'est arrivé au niveau du podium où en fait on m'appelle dernière. Donc là c'était vraiment décevant et j'ai eu du mal à me remettre quand même. Alors justement, combien de temps as-tu mis pour effacer cette déception? Bon, je suis quand même, j'ai pris quand même, on va dire, à peu près 1 ou 2 mois à en parler. Parce que j'ai trouvé vraiment il y a eu une injustice. Et puis de la manière que ça s'est fait, il n'y a pas eu de rectification. Et puis en fait, j'ai envie de dire que quand on commence une compétition, on y va vraiment pour arriver première. Après, s'il y a eu des erreurs mécaniques, etc. Mais notre objectif, c'est vraiment de se surpasser.
on se donne tellement à fond. Et puis moi, j'ai quand même l'esprit combatif, d'où je suis chef d'entreprise. Donc moi, je me bats chaque jour. Et je sais que cette course-là a été vraiment importante. Déjà que c'était une belle course. Et j'ai vu que j'améliorais mon temps au fur et à mesure et de voir à la fin que, ben voilà, non, tu es dernière et puis on te dit en plus, mais je ne pensais pas que tu étais dernière. Non, en fait, c'est, voilà, quand on commence une course et puis qu'on arrive sur le podium et on se dit on est première, c'est une fierté, c'est voilà, c'est l'aboutissement de tout ça de sacrifice, parce qu'il y a des sacrifices derrière. Et voilà, j'ai été vraiment déçue puisque, ben voilà, non, je suis arrivée, devant le public dernière, et or, ce n'était pas mon temps. Et quand on me dit, oui, on va rectifier, au final, on ne rectifie pas, c'est ça qui fait mal, en fait. Donc oui, j'ai eu du mal, je me suis même posé la question, est-ce que je continue? Puisque si on se donne à fond, on se sacrifie, on se donne les moyens pour arriver, et puis au final, il n'y a aucune reconnaissance par rapport au temps, on se dit, qu'est-ce qui est fiable, en fait, au final? Donc, non. Ça veut dire que ta motivation première, c'est d'être la plus rapide de toutes. Ah oui, complètement. Ah oui, moi je ne pars pas pour arriver dernière, hein, ça c'est clair. Ça veut dire que tu as dès la position d'Hamilton, grosse déception, donc on revient comment, l'esprit revanchard? Oui, mais je reviendrai toujours pour me surpasser, améliorer mon temps déjà, et puis c'est vraiment ça, c'est arriver au fur et à mesure, prendre l'assurance vraiment sur ma conduite, maîtriser mon véhicule, ça c'est vraiment qui est important. Après, si la première place s'offre à moi, je la prendrai volontairement, par contre. Justement, après quelques tours de roue, où te sens-tu le plus à l'aise? À l'approche du virage, au freinage ou à la relance? À la relance, oui. Comment tu expliques ça? Bon, parce que il faut mettre les gaz, hein, c'est l'objectif d'arriver, d'améliorer son temps encore. Donc oui, c'est au freinage quand même pour maîtriser, pour pas non plus partir, mais relancer vraiment pour gagner des secondes, ça c'est clair. Quand le virage explose dans le regard, comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu freines encore trop tôt? Comment ça se passe? C'est un film qui est très très court. Oui, c'est vrai. Alors, non, j'ai pas l'impression que je freine trop tôt. Mais j'ai vraiment ce truc de maîtriser mon virage pour vraiment me relancer. Donc après, non, il n'y a pas... Je ne freine pas encore, non. Je pense. Bon, après, je peux toujours m'améliorer, hein, mais je n'ai pas encore ce retour-là. Quelle a été la différence entre faire les courses de côte que tu as faites précédemment avant les Mamelles? Mamelles était un circuit relativement rapide. Ouais. Tu t'es vraiment senti à l'aise? Alors les Mamelles, il y avait beaucoup de virages. Et quelques virages quand même assez relativement difficiles. Mais les deux courses de côte avant, donc c'était Dolé et Bananier, c'était vraiment un apprentissage en fait, hein, pour pouvoir terminer sur les Mabelles. Donc non, si j'ai répondu. Bananier, 15% de pente, énormément de virages à négocier. Ça a été un casse-tête chinois ou finalement ça a été une très bonne école pour toi? C'est une très bonne école. Ouais, une très bonne école. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à Bananier? Alors, il y a cette fameuse épingle en haut avant le départ. Est-ce que ça a été une difficulté pour toi? Oui, mon Dieu. Ah oui, complètement. En plus, c'était première épingle très serrée. Oui, ah ouais, ça c'était vraiment le début. Mais après, ça va. Mais le début, et puis oui, c'était vraiment compliqué. Ouais. Après chaque montée, est-ce que tu te refais le film dans la tête en te disant que je dois améliorer à tel ou tel endroit? Ah oui, mais complètement. Complètement. Sinon, on n'améliore pas son temps. Et puis, il y a 3 essais. Donc, c'est là où on prend ses repères, on sait où il faut aller un petit peu plus vite, etc. Donc, oui. Joël, malgré la déception des Mamelles, qui a été la dernière course, je sens en toi une motivation de retrouver le volant. Oui, si oui, pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette adrénaline-là. Donc, il y a... oui, je peux dire que je suis vraiment amoureuse du volant, donc oui, j'ai hâte de reprendre malgré cette déception-là, en espérant que il n'y aura pas la même erreur, parce que c'est vraiment frustrant. Donc voilà. Il y a un mot que tu utilises beaucoup depuis l'interview, c'est adrénaline. C'est le mot le plus important pour toi. C'est quoi l'adrénaline quand on est dans une bagnole? C'est sentir en fait. Quand je suis rentrée, je vais vous donner une anecdote. Quand Hervé Philippot m'a mis à côté de lui pour pouvoir rouler la première fois, mon Dieu, quand il a passé ses premières vitesses et tout, j'ai senti mes jambes trembler comme ça, une sensation de frisson qui remontait, mais
j'avais envie de pleurer, mais c'était pas ça. C'était un pur bonheur en fait. Et là, je me suis dit non, mais c'est fait pour moi le rallye, ça c'est clair. Que les courses de côte pour le moment, pas encore de rallye. Est-ce que tu te sens prête justement à cette épreuve rallye? Alors, on va dire que j'ai jamais fait de rallye, donc ça sera vraiment une première expérience. Donc je verrai prête, oui et non. Je ne serai pas là forcément pour me battre, avoir une première place, mais donner le meilleur de moi-même et m'améliorer au fur et à mesure. Donc après, on verra, mais là, comme c'est la première fois, je ne peux pas dire. Donc, Qu'est-ce que tu appréhendes le plus, justement? C'est la nuit. C'est clair. C'est juste la nuit. Pourquoi la nuit? Bon, parce que j'ai cette petite crainte, mais après, bon, on verra bien. Hein, j'ai jamais fait. Joël, si je te dis que Hervé Philippot, ton grand ami, a une belle surprise pour toi, regarde. Aïe mon Dieu. Selon toi, ça peut être quoi? Je sais pas, c'est une surprise, donc... Tout d'abord, félicitations pour cette belle saison sur la Clio. Je propose, dans le cadre de ces nouveaux challenges où on encourage les femmes dans notre passionnant sport du automobile, de te faire courir sur une voiture de location venant de la métropole. Ah mon Dieu. J'attends ta réponse. Ah oui. Oui. Ah oui, non mais c'est top. Ah oui. Beau non. cadeau? Ah oui, complètement. Il est rempli de surprises, donc ça m'étonne pas, non. Ouais. On voit le... tu rêves ou tu... Merci. Alors, quelle voiture il faut lui demander? Sur quel véhicule tu aimerais justement faire tes premiers pas en rallye? Alors, sur quel mon véhicule de rêve? Bon, j'aime bien ma petite Clio, hein, mais hormis ma petite Clio, c'est vrai que il y en a deux que j'aurais bien voulu conduire. Il y avait la petite Polo là, qui était arrivée la dernière fois au Mamel, ça c'est au top, je crois qu'elle vient de la métropole aussi. Et la 306 Maxi d'Edmond Biggy, ça c'est mon rêve. Joël, je vais te demander de regarder la caméra et de lancer un message à toutes les filles qui font de la course automobile avec toi. Quel message tu aurais à leur adresser? Avec les filles qui font de la course automobile? Guylaine, Adi, ce serait quel message? Attention les filles, j'arrive. En fait, parmi les 4 filles, on est tous des filles vraiment très aimantes. On a vraiment cet esprit de compétition, mais on ne s'écrase pas l'un vers l'autre. Donc du coup, au contraire, j'ai beaucoup ressenti beaucoup d'amour envers Guylaine. C'est une fille, une femme vraiment que j'apprécie beaucoup. Et puis les autres filles, hein, et puis je vous dis, il y a une nouvelle saison qui s'offre à nous, hein, donc continuons dans cette voie et puis qu'on s'améliore vraiment au fur et à mesure et qu'on fait vraiment attention. Joël, merci d'avoir répondu à nos questions, hein. On te souhaite bonne chance et bonne reprise pour la saison 2022. Merci beaucoup. Merci. Depuis la fin de la saison de Formule 1 qui a sacré Max Verstappen champion du monde, beaucoup d'encre a coulé sur le silence du sextuple champion Lewis Hamilton. Que se passera-t-il en 2022? Quel autre visage aura la Formule 1? Explication de notre expert Guadeloupe, Loïc Maxès. Bonjour. Bonjour. Je crois que c'est bien vous l'expert. Oui, tout à fait, c'est bien. Moi j'ai pour mission de vous remettre cette petite mallette dans laquelle il y a des questions pour les téléspectateurs qui s'interrogent bien sûr sur la F1 en règle générale. Donc je vous remets ça précieusement avec des questions
et des réponses que l'on attend de votre part. D'accord. J'espère qu'il n'y aura pas de questions pièges. Allez. Comment peut-on comprendre le grand silence de Lewis Hamilton après le triste scénario au dernier Grand Prix d'Abu Dhabi? Après, je dirais que c'est un peu normal, hein? Voir qu'on a mené le Grand Prix quasiment de bout en bout jusqu'à l'avant-dernier tour, voir que la direction de course prend une décision bizarre qui n'apparaît même pas dans la réglementation, donc c'était le temps d'encaisser tout ça. Et je dis aussi, il y a eu un peu de communication auprès de Mercedes pour laisser planer le doute, pour savoir s'il reviendra ou il ne reviendra pas. Mais c'était sûr qu'il reviendrait. Vous, Loïc Maxès, dans quel état d'esprit pensez-vous qu'Hamilton va revenir? Revanchard ou égal à lui-même? Alors, revanchard, oui. Oui, surtout après ce qui s'est passé lors du dernier Grand Prix, et égal à lui-même, hein, toujours dans le Star System. Voilà. Peut-être un peu plus motivé, mais toujours la même personne. Michael Masi a été invincé de la FIA, mais il y a une enquête en cours. Où en est-on? Très bonne question. Alors, officiellement, on va dire que la FIA ne va jamais reconnaître ses torts. C'est normal. Mais on sait tous que la réglementation n'a pas été respectée. Les bouts de couloir disent clairement que la réglementation n'a pas été respectée en totalité. Donc l'enquête en elle-même, elle dira oui, il y a eu peut-être une erreur, mais dans le fond, ils ne vont jamais reconnaître leur tort. Concrètement, quels seront les grands changements sur la Formule 1 2022? Alors, ce qui change, c'est surtout tout ce qui est ponton, aileron, et l'élément le plus flagrant, c'est les roues. On va passer du 13 pouces au 18 pouces. Donc là, les pneus seront plus larges, plus de châssis, ça sera magnifique. Apparemment, les voitures ont gagné quasiment plus de 5 km/h en vitesse de pointe. Elles seront plus faciles à suivre. Il n'y aura pas trop de problèmes de chauffe-moteur, ça devrait aller. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et on se retrouve le 20 mars pour le premier Grand Prix. Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Prudence sur les routes, on ne cessera jamais de le répéter. À la semaine prochaine pour une nouvelle actualité mécanique. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par Cupra Guadeloupe et EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.